Bonjour à tous dans les titres de ce 13h. Visite d'amitié et de travail du président Alassane Ouattara à Abuja au Nigeria hier. Les échanges avec son homologue ont porté sur les relations bilatérales, la lutte contre le terrorisme, la situation au Togo et au Libéria. Le point dans ce 13h. En économie, on parlera de la nouvelle stratégie AGOA de la Côte d'Ivoire lancée hier par le ministère du Commerce. C'est une stratégie nationale qui vise à positionner la Côte d'Ivoire parmi les pays leaders qui exportent vers les États-Unis. Les détails dans quelques instants. À l'étranger, Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, appelle depuis la CPI à l'union de l'opposition pour revendiquer l'alternance démocratique. Tout d'abord, le retour du président Alassane Ouattara d'Abuja hier en fin de journée. Le chef de l'État a regagné donc à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement. Le chef de l'État était donc à Abuja, au Nigeria, pour une visite d'amitié et de travail hier. Le président Alassane Ouattara et son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari, ont eu un tête-à-tête. Les deux hommes ont parlé de relations et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ils ont aussi parlé de la lutte contre le terrorisme, la situation au Togo et au Libéria. Jérôme Kofi Aboulé. Le président de la République Alassane Ouattara ce lundi 30 octobre 2017 à Abuja. Une visite d'amitié et de travail du chef de l'État ivoirien dans la capitale nigériane en 24 heures seulement, mais riche en événements. D'abord, les honneurs militaires reçus par le président Alassane Ouattara à sa descente d'avion à l'aéroport d'Abuja. Un accueil dans une ambiance à l'ivoirienne, avec surtout la présence de la communauté des Ivoiriens vivant dans la capitale du Nigeria. Le président ivoirien a eu ensuite un entretien d'environ 1 heure avec son homologue nigérien, Muhammadu Buhari. Les échanges ont naturellement porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. It's a great honor and pleasure to be in Abuja to see my brother and to exchange views with him on the bilateral relations between Nigeria and Côte d'Ivoire, and also to see how our sub-region is doing. And also, of course, we had the opportunity to exchange views on major issues for the continent and the world. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être à Abuja pour voir le président Buhari et échanger des points de vue avec lui sur les relations bilatérales entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire et aussi voir comment se porte notre sous-région. J'aimerais remercier le président Buhari pour son invitation à venir le voir. Nous sommes en contact et je suis venu lui dire que nous sommes très contents qu'il soit revenu en bonne santé et ceci est important non pas pour le Nigeria seulement mais pour l'Afrique de l'Ouest et notre continent et nous prions Dieu que sa santé continue de s'améliorer davantage pour qu'il continue de diriger notre sous-région. Le leadership du Nigeria est important pour nous tous, c'est une chose évidente, mais je pense qu'il doit être dit et le président Buhari a montré un grand leadership avec la lutte contre Boko Haram, la sécurité dans notre sous-région et aussi sur les sujets économiques. Je lui ai exprimé que le fait d'être un économiste et ayant travaillé sur le Nigeria il y a quelques années, je suis impressionné par les mesures qui sont mises en œuvre pour faire sortir le Nigeria de la récession. Le Nigeria a vu un effondrement rapide du prix du pétrole et la Côte d'Ivoire a aussi vécu l'expérience d'une réduction importante du prix du cacao. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire produit 40% du cacao mondial, 2 millions de tonnes, et le prix a chuté au début de cette année de 40%. Alors ceci a eu un impact négatif important sur notre économie. Bien sûr, je sais ce que ce pays, le Nigeria, a vécu avec la chute brute du prix du pétrole et je lui ai exprimé mon admiration pour les mesures qui ont été prises pour sortir le Nigeria de la récession et pour souhaiter au peuple nigérian le bonheur parce que notre sous-région a fait beaucoup de progrès durant ces dernières années et nous avons besoin de renforcer nos relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Voici ce dont nous avons discuté et nous nous sommes engagés à le faire. Outre le renforcement des relations bilatérales, le président Alassane Ouattara a indiqué avoir évoqué plusieurs autres sujets avec son homologue nigérien, notamment la situation au Togo et au Libéria. We also discuss
the situation in Togo, the situation in Liberia. Nous avons aussi discuté de la situation au Togo, au Libéria. Sur ce point, nous avons des vues convergentes sur comment nous devons faire pour essayer de renforcer la démocratie dans notre sous-région. Saluant la qualité de l'accueil qui lui a été réservé, le président de la République de Côte d'Ivoire s'est dit honoré d'avoir effectué cette visite à Abuja. Avant de quitter la capitale nigériane, il a obtenu avec grand plaisir l'accord du président Muhammadu Buhari suite à l'invitation qu'il lui a faite en vue de sa participation au prochain sommet Union africaine-Union européenne prévu les 29 et 30 novembre 2017 sur les bords de la lagune Ébrié. Voilà, c'était là le point de la visite d'amitié et de travail du chef de l'État à Abuja, le président qui a regagné Abidjan en fin de journée d'hier. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le vice-président. Mais avant, le vice-président a visité 2 sites qui vont abriter le 5e sommet Afrique-Union européenne. L'objectif pour lui était de s'assurer que tout se passe bien. Il faut signaler que le sommet Union africaine-Union européenne aura lieu les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan. Jérôme Kofi Aboulin. Plusieurs sites d'accueil du prochain sommet Union africaine-Union européenne visités par le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce lundi. Visite en 2 étapes. La dernière a été celle effectuée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Bouët. Les sites visités à l'aéroport vont accueillir pratiquement tous les invités pour ce qui concerne la logistique. Il faut faire en sorte que les gens, disons que dès le premier contact avec notre aéroport, qui est un aéroport international de qualité, et les prestations sont quand même de bon niveau, s'assurer que les choses vont se dérouler normalement. Donc le ministre des Transports ici présent va tenir des réunions particulières pour régler un certain nombre de problèmes qui ont été évoqués, de manière à ce que les choses se déroulent, disons que dans les meilleures conditions non possibles. La visite des sites à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny succède à celle que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a effectuée à Cocody, précisément au Sofitel Hôtel Ivoire. 2 sites à ce niveau ont été successivement visités. Il s'agit de l'ancien supermarché et la patinoire. Ces sites seront réservés pour la restauration des nombreux invités, notamment les chefs d'État et de gouvernement au nombre d'environ 80 qui sont attendus. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, cette série de visites va se poursuivre jusqu'à la veille du sommet dans le but de s'assurer que tous les invités seront accueillis dans de meilleures conditions. Le Premier ministre, lui, était au lancement de la nouvelle stratégie nationale AGOA de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire veut accroître ses exportations vers les États-Unis de 570 milliards de francs CFA en 2016 à 1700 milliards de francs CFA. Reportage Jean-Luc Bango. Faire passer le volume des exportations de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis d'Amérique de 570 milliards de francs CFA aujourd'hui à 1700 milliards de francs CFA à l'horizon 2025. Tel est l'objectif principal visé par le gouvernement ivoirien en lançant sa nouvelle stratégie nationale AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Une nouvelle ère dans les échanges entre la Côte d'Ivoire et les USA, de nouvelles opportunités pour les entreprises et les produits ivoiriens. Le document de stratégie se veut, dans sa conception, un document inclusif, participatif, pratique et dans sa finalisation, un document de travail réaliste et pragmatique qui ambitionne légitimement de renforcer et de donner de la compétitivité au processus normal de pénétration du marché américain par les produits ivoiriens bien ciblés. L'AGOA est une loi américaine votée et promulguée en mai 2000 par le Congrès américain qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. L'AGOA est le reflet donc de l'engagement du peuple américain à aider les pays de l'Afrique subsaharienne dans leurs efforts de développement. Le gouvernement américain veut aider ces pays à améliorer leur compétitivité commerciale et à développer leurs exportations en augmentant le volume et la valeur des marchandises qui pénétraient le marché américain. La Côte d'Ivoire, qui veut ainsi consolider sa place de moteur économique de la sous-région ouest-africaine, mise sur l'assainissement de son environnement des affaires. Le gouvernement a entrepris d'importantes réformes structurelles et sectorielles visant à assainir l'environnement des affaires et à faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique. Ces réformes et les importants investissements consentis
a également permis d'améliorer la compétitivité de notre économie et de promouvoir ainsi les potentialités encore nombreuses dans divers secteurs. La mise en place de cette nouvelle stratégie nationale AGOA nécessite un financement global de plus de 5 000 milliards de francs CFA. Elle permettra de créer 2600 emplois et de porter à 200 le nombre des entreprises ivoiriennes exportatrices vers les États-Unis. Et en bref, le lancement officiel de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'accord de partenariat économique de la Côte d'Ivoire aura lieu ce mardi à 15h à la primature en présence donc du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Maintenant, la carte de Soubré, parce que dans 48 heures, c'est-à-dire jeudi, le barrage sera inauguré. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Le barrage de Soubré est le plus grand du pays et le deuxième de la région après celui de Bio. Ce barrage va changer positivement la vie des populations de cette zone. Le dossier de Jean-Luc Bambo. Soubré, capitale de la région de la Nawa. C'est dans cette localité de 150 000 habitants qu'Abdoulaye Doumbia a passé toute sa vie. Depuis 2 ans, il est témoin de sa transformation. Cette route où nous sommes là, il n'y avait pas de route ici, il y avait des constructions ici. Le quartier où nous sommes ici, ce quartier, avant même pour dire à quelqu'un de venir payer un terrain ici, il se plaignait. Mais vous voyez aujourd'hui, il y a les immeubles qui sont là un peu partout. Donc il y a eu un changement vraiment très important. Depuis même l'annonce même de la construction du barrage, le jour de la première pierre même du chef de l'État, la population a, je peux dire, a quadruplé. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré est devenu une réalité après plusieurs mois de tractations entre population et autorités de la ville. Nous, notre rôle, c'était un rôle de facilitateur avec les populations. Nous avons sensibilisé, nous avons organisé plusieurs rencontres avec les populations. Bien sûr, il y en a qui ont été un peu houleuses compte tenu des incompréhensions de départ. Mais au final, nous sommes tous satisfaits. Le barrage est réalisé aujourd'hui. Une forte implication qui se justifie par les importantes retombées socio-économiques attendues de cet ouvrage sur la vie des populations de la région. Il va nous apporter beaucoup dans la ville de Soubré, mais aussi pour la Nawa, déjà pour le tourisme, pour bien sûr la production électrique, mais c'est tout le pays qui va en bénéficier et d'autres pays alentours. Le flux de population va s'accroître très certainement à cause de l'activité économique. Le barrage hydroélectrique de Soubré est actuellement le plus grand du pays avec une puissance de 275 MW et le deuxième de la région après celui de Bio. Sa construction a permis déjà la création de plus de 5000 emplois, dont plusieurs centaines d'emplois permanents. Les populations de la Nawa s'attendent à voir leur vie changer du fait de la présence de cet ouvrage dans leur région. Avec l'arrivée du barrage, il y aura vraiment du monde. Notre production sera écoulée. Nous allons avoir des clients. Les gens vont venir de partout pour visiter le barrage. Et on va bénéficier aussi des appuis, des retombées de ceux qui vont du barrage. S'il y a un barrage ici, là, bon, c'est très bon même, parce que ça nous arrange. Nous, on vend poisson, donc on va trouver poisson facilement. Nous avons des cités, ils sont en train de construire, ça donne une bonne image vraiment à Soubré. Ça fait que des gens même de l'extérieur, un barrage à Soubré, ils se sont déportés à Soubré pour dire ah, vraiment on va profiter de ça. D'autres voient déjà leurs activités impactées par la construction d'un barrage à Soubré. C'est le cas des transporteurs qui tirent profit du bitumage des routes à l'intérieur de la ville. S'il y a trop, les routes sont bitumées, les voies sont bonnes, nous, ça nous moins de panne sur les véhicules. Donc là, ça nous arrange. La ville de Soubré a bénéficié de plus de 6 km de bitume dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Mais pour nombre d'habitants de la ville comme Abdoulaye, la présence du barrage a pesé dans le choix de Soubré pour ce programme de réhabilitation de la voirie. Le projet du barrage, c'est un vieux projet. C'est un projet qui existe depuis, bon, nous on était petits. Et puis bon, comme vous savez, le gouvernement, ils ont des visions lointaines par rapport à nous. Donc ils ont préféré venir bitumer cette route-là afin de faciliter la rentrée des produits en ville. Bitumage de routes, opérations immobilières, électrification rurale, le projet du barrage de Soubré a changé le visage de cette ville. Avec son inauguration le 2 novembre prochain, le barrage de Soubré entre ainsi dans sa phase active. Et avec lui, l'espoir du développement de la ville et donc d'un mieux-être pour les populations.
Dans le cadre de la lutte contre le sida, 11 pays ouest-africains se sont réunis à Abidjan. Ces pays membres du réseau de lutte contre le sida se sont engagés à faciliter l'accès des personnes vivant avec le VIH au traitement antirétroviral. C'est une initiative de la Coalition internationale pour la préparation au traitement, nous dit Franck Quadio. La consommation de drogues injectables, un véritable problème dans la lutte contre le sida et la tuberculose. Selon les chiffres de l'ONUDC, sur les 1 778 500 consommateurs de drogue par injection en Afrique subsaharienne, 221 000 sont infectés par le VIH. Des chiffres alarmants qui peuvent tout de même être maîtrisés. C'est l'objectif de cette réunion, ici à Abidjan, entre les acteurs issus des CCM, des coordinations de subventions du Fonds mondial, venus de 12 pays d'Afrique. C'est une population vulnérable chez qui la prévalence est élevée. Et nous devons agir de sorte à briser la transmission. Et donc, pour éviter que ces personnes-là se contaminent entre elles, mais également contaminent leurs conjoints, qui eux aussi vont propager à d'autres personnes. À l'issue de l'atelier, nous souhaitons qu'au retour au niveau de chaque pays, que les CCM puissent appuyer les acteurs, notamment les acteurs communautaires, pour l'élaboration de stratégies, de politiques, pour intégrer la réduction des risques au niveau des notes conceptuelles du Fonds mondial et des plans stratégiques des pays. Politique et gouvernance, facilitation de l'accès aux services de santé, autant de termes développés à cette réunion, une initiative salutaire pour les pouvoirs publics et pour les acteurs communautaires. Nous pensons que cet atelier régional vient avec les activités innovantes qui ont été définies, vient pour appuyer les pays dans la lutte contre ces pathologies-là. C'est pourquoi le ministère est très content. Cette cible n'était pas encore prise en compte dans nos notes conceptuelles. Donc pour nous, c'est une opportunité d'apporter un plus, de meubler notre demande de financement sur la thématique. Cet atelier est dit de renforcement des capacités des CCM en réduction de risques chez les consommateurs de drogues injectables. Il est une initiative du PARECO et a réuni pendant 3 jours les acteurs communautaires et leurs partenaires. Un nouveau marché pour Grand Morier, c'est une réalisation du Conseil régional de l'Anyébi-Tiassa en réponse à une demande des populations formulée il y a plusieurs décennies. L'ouvrage a été inauguré, nous dit Eugène Atoubé. C'est un beau cadeau que le président du Conseil régional de l'Anyébi-Tiassa offre aux populations de Grand Morier, spécialement les femmes. Un marché moderne, cela ne pouvait pas mieux tomber et pour cause. Les femmes de cette localité du département d'Agboville peuvent se réjouir et savourer ce nouvel acquis en faveur de leur autonomisation et la lutte contre la pauvreté. Ce marché, qui se dresse fièrement à l'entrée du village, a coûté 98 millions de francs CFA, financé sur le budget d'investissement du Conseil régional de l'Anyébi-Tiassa. Il comporte 31 magasins, 120 étals, des latrines et un parking qui peut contenir une dizaine de véhicules. Les populations et surtout les femmes ont exprimé leur reconnaissance au président du conseil régional de l'Anyébi-Tiassa, Mbolo Martin. Il a rappelé toute la symbolique du marché de Grand Morier, un espace d'échanges commerciaux, dira-t-il, mais surtout un lieu de rencontre et de convergence des populations, où se manifeste l'union, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Un appel implicite aux populations à s'approprier ces valeurs et en réponse, la forte mobilisation des populations lors de cette cérémonie. Dans le domaine de la protection sociale, la Banque mondiale évalue le projet Filets sociaux productifs. C'est un projet initié par le gouvernement ivoirien et soutenu donc par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Le projet vise à aider les ménages jugés pauvres. Reportage Soro Corona et Kwadio Kwame. Pour réduire l'extrême pauvreté, le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec le soutien financier et technique de la Banque mondiale, a mis en œuvre le projet Filets sociaux productifs. Projet pour assister les ménages jugés pauvres parmi les plus pauvres à travers une allocation trimestrielle de 36 000 francs et dans sa phase pilote avec 3 000 ménages bénéficiaires. Après 2 paiements, une mission d'évaluation composée d'une équipe de la Banque mondiale et de la coordination du projet a visité le village d'Adikro, sous-préfecture de Brobo. Nous avons pu constater que les bénéficiaires sont contents,
qu'il y a des changements dans leur quotidien et que leur situation de pauvreté s'améliore. L'idée était de faire en sorte que cette allocation trimestrielle puisse améliorer la consommation des ménages. Nous sommes aujourd'hui impressionnés par la spontanéité avec laquelle les bénéficiaires eux-mêmes ont compris la nécessité justement de pouvoir consolider cet acquis, mais surtout d'assurer sa pérennité. Établissement des documents administratifs, scolarisation des enfants, soins de la famille, création de champs d'activités génératrices de revenus, les ménages bénéficiaires saluent le projet filets sociaux productifs. Avec l'aide de la Banque mondiale et le gouvernement de Côte d'Ivoire, quand ils m'ont donné, j'ai pris aussi pour payer les kits scolaires. Là. Vraiment, ce qu'ils nous ont fait, vraiment, je suis très heureux. L'État de Côte d'Ivoire m'a donné de l'argent. Donc cet argent, j'ai pris pour acheter des lignames. Et j'ai pris aussi pour prendre des gens pour nettoyer. Et puis j'ai fait le champ. Cette mission permettra de voir l'impact direct du projet sur les bénéficiaires. Elle vise également à voir de plus près les insuffisances avant la phase de passage à l'échelle nationale. Cette phase prendra en compte 30 000 ménages repartis dans 11 régions du pays. Près de 2000 kits scolaires distribués aux écoliers de Gagnoa. C'est un geste du député Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI. C'est un geste qui vise à accompagner les actions du gouvernement. Reportage Godefroy Okambawa et Eman Guivé. Do Gagnoa, dans le canton Pakolo, sous-préfecture de Gagnoa, ce village d'environ 5000 âmes, capitale pour une journée de la circonscription électorale de Gagnoa, sous-préfecture, Nyabo Dougnoa, du groupe Alegnoa, Doukouyo, Serio. Cela par la volonté du député de cette circonscription électorale, Maurice Kakou-Gikawe, par ailleurs secrétaire exécutif du PDCI RDA, avec l'appui de l'ONG Sacré-Cœur, de la Charité et une opératrice économique. Objectif de ce rassemblement d'écoliers, des 73 présidents de COGES, 73 chefs de village, chefs de tribu et de canton, remettre des kits scolaires aux écoliers. Autrement dit, investir dans l'avenir. Pour cet avenir-là, près de 2000 kits ont été distribués, une source de satisfaction pour les parents en cette période de rentrée. La période de la rentrée, c'est une période difficile, aussi bien pour les parents, mais aussi pour les acteurs, les professionnels de l'éducation. Parce que pour un enseignant, quand dans une classe, l'enfant n'a pas de livre, n'a pas de cahier, le travail se passe difficilement. Et nous nous réjouissons de l'initiative. Au-delà du soutien aux parents, la présidente de l'ONG Sacré-Cœur invite à plus de solidarité pour accompagner l'État dans son rôle régalien de formation de la jeunesse. L'État ne peut pas toujours avoir tout pour tout faire, tellement les besoins sont nombreux. Et c'est dans cette optique-là que justement les fondations de bienfaisance sont vraiment les bienvenues autour de l'État pour éradiquer la pauvreté qui entrave le développement. Le député de la circonscription Maurice Kakou-Gikawe s'est inscrit en droite ligne de cette solidarité partagée à travers une série d'actions qu'il entend mener durant sa mandature. Nous voudrons vous rappeler notre vision qui est de contribuer à la construction d'une circonscription organisée avec une bonne cohésion des communautés pour amorcer un développement. Les 8 projets de nos programmes sont toujours d'actualité. Leur mise en œuvre qui se met méthodiquement en place s'appuiera sur la mobilisation des cadres de la circonscription autour du développement durable qui est en cours. La jeune écolière Amélie de l'EPP d'Odjanyoa a remercié le donateur et a pris l'engagement que leurs actions ne seront pas vaines. Au nom de mes camarades du groupe scolaire d'Odjanyoa, je vous remercie infiniment pour tous ces dons qui nous seront très utiles. Je ne saurais terminer mon propos sans toutefois demander à Dieu de vous bénir. Notons que pour cette cérémonie, des kits symboliques ont été remis aux écoliers de cet village. Le reste des kits a été confié au président des COGES. Les 12 enseignants des 12 classes des 2 écoles PPU du canton Pakolo ont reçu des kits didactiques. Et pendant cette rentrée scolaire aussi, l'ONG Femmes de Demain a offert 200 kits scolaires aux filles de familles défavorisées. Cette ONG a décidé d'accompagner la politique d'école obligatoire et de scolarisation de la jeune fille. Mamadou Kwasi. Des kits scolaires composés de cartables, de manuels et de tenues scolaires
le tout d'une valeur de 3 millions de francs CFA. C'est le don de l'ONG FEDEM, Femmes de Demain, à 200 enfants des familles défavorisées du district d'Abidjan pour l'année scolaire 2017-2018. Un don qui s'inscrit dans le cadre de l'école obligatoire initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Selon les donateurs, il s'agit d'apporter un appui aux parents pour la scolarisation de leurs enfants. Remettre des kits des enfants défavorisés, nous voulons que les enfants soient au même titre d'égalité. Que ce soit le petit garçon, la jeune fille, tout le monde soit au même titre d'égalité par rapport à la scolarisation. Outre la remise de kits scolaires, une conférence a été dite sur la scolarisation de la jeune fille. Filles de familles modestes et défis éducationnels, c'est le thème développé par Dr Massita Koulibaly Bomba, qui dans son intervention a relevé que la non-scolarisation de la jeune fille se situe à 2 niveaux. Les aspects culturels dans le sens où, pendant longtemps, l'éducation de la jeune fille a été défavorisée par rapport à l'éducation des jeunes garçons. On se disait que l'éducation de la jeune fille, c'est de la préparer simplement au mariage. Le second aspect, c'est que les problèmes de la femme, de la mère, influencent l'éducation de la jeune fille particulièrement. Pourquoi? Parce que la jeune fille est un peu le second, l'assistante de sa mère. Et donc elle a souvent besoin de sa fille pour la seconder. Si bien que plus la mère a des problèmes à la maison, plus cela a un impact négatif sur l'éducation de la jeune fille. La conférencière a par la suite démontré l'importance de la scolarisation de la jeune fille, qui selon elle constitue le socle du développement de nos États. Cette cérémonie de remise de kits scolaires est à sa 5e édition et la présente a été marquée par la célébration des 10 ans d'existence de l'ONG FEDEM, Femmes de Demain. Elle n'espère que la mort. C'est parti et nous sommes en culture pour l'Abissa 2017, fête annuelle des Nzima Kotoko de Grand Bassam. À la place publique du quartier France, le tam-tam sacré est sorti après sa retraite qui aura duré 1 semaine. La cérémonie d'ouverture de l'Abissa Guazo a enregistré du beau monde. Ambiance et commentaires, Eman Niamien. Les festivités marquant le nouvel an du peuple Nzima viennent ainsi de démarrer. Après le cérémonial traditionnel, le roi Nana Désiré Amotanoé a remis l'Indongbole ou le tam-tam sacré au peuple pour l'installer sur la place de la Bissa. Cette sortie du tam-tam sacré sur la place publique, qui marque officiellement le début de la semaine tant attendue, est une semaine au cours de laquelle le peuple Nzima va procéder à une cure sociétale. Les uns après les autres, les différentes couches de la société, femmes, jeunes et cadres, seront à l'honneur mais également critiquées. D'autant qu'au-delà de son caractère carnavalesque, la Bissa est également une occasion de retrouvailles au cours desquelles toutes les vérités sont permises. C'est le lieu des dénonciations publiques ainsi que des confessions pour tous ceux qui, au cours de l'année écoulée, ont posé des actes peu recommandables. Mais avant le cérémonial du palais royal, les envoyés du roi sont d'abord allés solliciter l'Indongbole à la famille Mvavile qui est le dépositaire de la Bissa. C'est au cours d'une procession que le tam-tam sacré a été conduit au palais royal pour être remis au roi qui à son tour l'a mis à la disposition du peuple pour la célébration du Nouvel An. Et hors de nos frontières, depuis sa prison à La Haye, Jean-Pierre Bemba appelle à l'union de l'opposition pour revendiquer l'alternance démocratique. Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, chef du 2e parti d'opposition en République démocratique du Congo, a lancé cet appel depuis sa cellule à la CPI, où il est détenu après avoir été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et voilà, c'est la fin de ce 13 supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.